Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver dans votre débat des dimanches soirs sur TV7 en synchronisation avec la radio Fréquence 1 Lomé. La question des réformes politiques et l'unicité d'action des acteurs politiques de l'opposition surtout, c'est le débat qui polarise encore les attentions. On aura compris cette semaine que le choix de Jean-Pierre Fabre, même si elle relevait du bon sens, c'est-à-dire qu'il est le chef de file de l'opposition, elle se heurte contre certaines idéologies. Il y a eu beaucoup de commentaires jusque sur les réformes politiques et l'initiative du CAR de la 17 semaine. Pour évoquer le sujet, nous avons avec nous sur ce plateau André Kania Fanou. Il est le directeur exécutif du CACIT, membre de la plateforme plateforme citoyenne Justice et Vérité. Bonsoir à André Kania Fanou. Bonsoir Eric, bonsoir Elom. Bonsoir Elom. Bonsoir à nos concitoyens. Bonsoir Eric et bonsoir aux téléspectateurs. Disons que le sujet demeure d'actualité au niveau beaucoup plus de l'opposition puisque le gouvernement togolais, lui, semble avoir tourné la page. On l'a compris après le rejet du projet au niveau du Parlement et la réaction du ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara. Le gouvernement semble avoir tourné la page jeudi, cette semaine. Le CAR et l'ADI qui se sont mis en marche du conclave ayant désigné Jean-Pierre Fabre candidat unique. Ils ont rencontré la presse, ils entendent introduire prochainement une proposition de loi de révision constitutionnelle. On fait d'abord le point ici avec Roland Aziaka, Claude Lambouni et Solim Balé. Il n'était pas parmi les partis ayant choisi Jean-Pierre Fabre, candidat unique du conclave, qui a pris 3 mois pour livrer ses conclusions. Les partis politiques CAR et ADI, qui privilégiaient les questions des réformes, étaient devant la presse ce jeudi. Ils annoncent introduire prochainement une proposition de loi portant modification de 14 articles de la Constitution togolaise. Nous avons initié justement une proposition de loi pour que les réformes qui nous tiennent tant à cœur, on puisse avoir une position sur la table du président de l'Assemblée et nous mobiliser pour les faire adopter avant les élections en préparation. Parmi les articles, un ajout a été apporté à l'article 38, toujours partant du projet de loi du gouvernement récemment rejeté par le Parlement. Nous faisons la proposition de modification suivante des dispositions des articles 38, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 79, 100 et 101 de la Constitution togolaise. Nous avons commencé par un article qui est l'article 38. Et cet article est pris à dessein. Cet article n'était pas dans le projet du gouvernement. C'est nous qui l'avons introduit. Pour le CAR et ADI, sans les réformes, aucune élection n'aura de sens au Togo. Sauf que, pour l'aboutissement de l'initiative, l'ADI et le CAR auront besoin de l'appui d'autres députés. Nous avons beaucoup de choses à faire réformer dans notre constitution, mais nous sommes contentés de l'essentiel, à partir du projet de loi envoyé par le gouvernement. Nous avons pris contact avec tous nos collègues de l'opposition, de l'ANC, du parti de Dimon Auré, de Sursaut. Nous avons pris contact avec tout ce monde-là pour leur faire part de notre initiative. Le texte que nous avons élaboré, on leur a présenté, on leur a remis. Ils sont en train de l'étudier. Les 2 partis qui se sont mis en marche du conclave auront besoin désormais de leurs camarades de l'ANC. Un test de bonne foi est donc mis en place. André, comment vous comprenez l'initiative que ADI et CAR veulent prendre par rapport à ces réformes politiques? Non, je pense que par rapport au contexte qui a prévalu dans notre pays au lendemain du rejet de cette fameuse loi, par rapport à toutes les déceptions que les uns et les autres ont exprimées, vous vous souvenez que les ambassadeurs d'un certain nombre de pays et de représentations diplomatiques dans notre pays, les églises et nous-mêmes au niveau de la société civile en son temps,
on avait clairement souligné que c'était incompréhensible que ces réformes-là ne soient pas faites. Je me souviens aussi qu'en ce qui nous concerne, nous avons en son temps fait le tour de tous les partis politiques, ou presque je dirais. Nous sommes allés à l'ANC, nous sommes allés vers UNI, nous avons vu le Premier ministre, nous avons vu le ministre Bawara, nous avons vu différents acteurs. Et il était constant que tout le monde semblait dire que les réformes étaient importantes. Mais c'est sur le timing et le mode opératoire, je dirais, qu'il semblait y avoir des divergences. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de, je dirais, de bonheur, en tout cas beaucoup de joie, que je constate que la classe politique a pris ses responsabilités. Parce que parmi les différents scénarios possibles, justement, au lendemain du rejet de cette loi, il y avait le premier scénario qui consistait pour le gouvernement à réintroduire une loi, une autre proposition donc. Il y avait le second scénario qui consistait pour l'opposition, parce qu'ils ont des députés à l'Assemblée nationale, et donc à faire une proposition. Et il y avait un troisième scénario qui consistait à faire en sorte que les citoyens eux-mêmes puissent prendre leurs responsabilités, notamment en initiant la collecte d'un certain nombre de signatures, comme le prévoit la Constitution. Et donc nous sommes dans l'hypothèse numéro 2. Et je pense qu'il va falloir que les citoyens, nos compatriotes, je dirais, soient très vigilants maintenant. Parce qu'au final, s'il était vrai que tous les acteurs ont reconnu la pertinence de ces réformes-là, s'il est vrai que la commission Vérité-Réconciliation, après avoir analysé l'histoire des violences politiques dans notre pays, a clairement suggéré que ces réformes soient faites pour qu'il y ait justement des garanties de non-répétition. S'il est vrai que le chef de l'État lui-même est soucieux que les prochaines élections soient véritablement libres, transparentes et démocratiques, s'il est vrai qu'au final, nous tous, nous voulons que dans ce pays-là s'instaure un régime démocratique, je ne vois pas qui prendra la responsabilité de ne pas adhérer à ce texte et de ne pas voter donc en faveur de ce projet de loi. Non, ça a été déjà rejeté par le Parlement. Oui, dans des conditions à propos desquelles il y a eu beaucoup de débats. Vous vous souvenez par exemple qu'au lendemain donc, de ce rejet-là, les partis politiques de l'opposition vous disaient que c'est le pouvoir qui n'avait pas la volonté de faire les réformes. Il y avait beaucoup d'anomalies au passage parce que le texte de loi a été introduit par le gouvernement alors que c'est le chef de l'État qui aurait dû le faire, mais qu'à cela ne tienne. Quand vous rencontrez les responsables de UNIR, ce qu'ils vous disaient à l'époque, c'est qu'il y avait la fameuse clause de non-rétroactivité, la clause transitoire, qui devait donner la possibilité au président Faure Eswazina Gnassingbé, actuellement au pouvoir, de se représenter encore. Et il paraît que dans les coulisses, des discussions auraient été menées, donc, entre les grands partis représentants, les grandes tendances représentées à l'Assemblée nationale, et l'opposition n'avait pas voulu céder sur ce point, ce que nous, au niveau de la société civile, on n'avait pas compris. Puisque le combat pour que le président Faure Gnassingbé ne se présente pas aux élections n'est pas en réalité le plus pertinent des combats. Ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer que pour l'avenir, les règles qui doivent permettre que des institutions véritablement démocratiques existent dans notre pays, les règles qui doivent permettre que ces institutions-là, dans le processus d'organisation des élections, fassent preuve de crédibilité, c'est autour de ça qu'il fallait se battre. Et d'ailleurs, quand vous visitez l'histoire, on reviendra peut-être là-dessus. Au niveau du droit positif actuel, rien n'empêche Faure Gnassingbé de se présenter. Et donc, il nous semblait difficile pour l'opposition de continuer par dire qu'il n'allait pas céder sur ce point, d'autant plus que dans le pays qui est le nôtre, pour qu'on puisse avancer, c'est important qu'il y ait des consensus de part et d'autre. Et qu'il y ait des concessions, j'allais dire, de part et d'autre pour aboutir donc, à ces consensus-là. Et donc, au final, c'était une mauvaise expérience, ce projet de loi qui n'a pas été validé. Mais on peut faire une erreur une fois, la deuxième fois, surtout que, comme je l'ai dit en temps, les évêques, les églises, la société civile, la communauté internationale, tout le monde a exprimé sa déception. Si les gens ont vraiment la volonté, c'est maintenant qu'ils doivent nous le prouver. Est-ce que ce projet de loi initié par le CAR et l'ADI, qui ont passage 7 députés, puisque le CAR en a 5, ADI il y avait 3, suite à la démission d'Alphonse Pogo, ADI il y a 2 députés maintenant au Parlement, ça fait tous 7 députés. Est-ce que ce projet de loi initié par ces 2 regroupements ou ces 2 partis politiques a des chances d'aboutir?
Moi, je vais peut-être vous surprendre. Ce projet de loi, de mon point de vue, je suis peut-être trop optimiste, ne peut pas ne pas aboutir. Toute personne qui prendra la responsabilité de ne pas adhérer à ce projet de loi portera une responsabilité assez lourde devant l'histoire. C'est ce que j'explique. À l'initiative du CAR et de l'ANC. Oui, mais la question n'est pas de savoir qui a pris l'initiative. Ça fait 2 phases qu'il faudra expérimenter. Oui. Une phase, c'est d'introduire le projet de loi. La seconde phase, ce sera que le député vote cette loi. Allons-y donc un à un. Pour la première phase, à savoir introduire le projet de loi. Quelle que soit leur querelle, les partis politiques de l'opposition nous disent que eux tous, ils veulent que les réformes se fassent. Et j'ai cru comprendre en écoutant le professeur Gougué et bien d'autres que des démarches de concertation sont entreprises avec l'ANC, avec le CST. Je sais que sur la question de la désignation du candidat unique, ils sont opposés, mais je me dis, s'ils ont l'amour du pays, et je n'ai pas de raison de penser qu'ils n'ont pas cet amour-là, ils peuvent alors transcender les petites divergences et faire en sorte que le projet de loi soit porté par l'ensemble du groupe. Donc, je ne vois pas comment est-ce que lorsque Adi et le CAR iront vers leurs collègues du CAP 2015, je ne vois pas au nom de quel argument les membres du CAP 2015 n'adhéreraient pas à ce texte. Puisque de toute façon, si vous avez suivi l'actualité, en fin de cette semaine, le CAP 2015 a lui aussi annoncé un certain nombre de manifestations pour que les réformes se fassent. Et donc, au final, la bonne nouvelle, c'est que nous tous nous disons que nous voulons que ça soit fait. Et un de nos collègues, en l'occurrence donc CAR et Adi, ont introduit une proposition de loi. Il n'y a pas d'argument possible pour que le CAP 2015 puisse ne pas y adhérer. Premier élément. Deuxième élément, si donc, je suis optimiste, le groupe CAR, Adi, ajouté au groupe du CAP 2015, qui a à l'Assemblée nationale donc les partis politiques de l'ANC, si ce groupe-là arrive à introduire le texte, c'est important que vous, les médias, nous de la société civile, l'ensemble de la classe politique et l'ensemble de l'opinion internationale interpellent les députés du Parti uni sur la responsabilité individuelle qui est la leur. Vous avez suivi les événements. Une forme de pression sur le Parlement togolais. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, la situation de notre pays est telle que ces réformes-là sont importantes. Non pas parce que UNI aura fait un cadeau à l'opposition, non pas parce que le chef de l'État aura fait un cadeau au peuple, mais ces réformes sont importantes parce que les élections de 2015 sont censées être des élections libres, transparentes et apaisées. Premier argument. Deuxième argument, il y a de réels problèmes de confiscation d'un certain nombre de pans du pouvoir dans notre pays. Les institutions sont verrouillées, je ne vous apprends rien. La Cour constitutionnelle, la Haute Autorité de la communication, la Cour des comptes, le Parlement lui-même, à la composition que vous connaissez. Les règles qui régissent les élections sont elles-mêmes dans une certaine anomalie à certains niveaux. Et donc, il semble que le pouvoir, la réalité du pouvoir, est trop concentrée à certains niveaux. Et la conséquence, c'est que un droit aussi important pour les citoyens que de jouir de façon équitable de l'ensemble des richesses nationales n'est pas effectif. Et donc, si on veut que dans notre pays s'instaure une démocratie où les richesses profitent à tout le monde, où les frustrations sont diminuées et donc où les risques d'explosion sont énormément amoindris, il faut aller vers ces réformes-là. Les arguments qui plaident aujourd'hui en faveur des réformes sont trop nombreux. J'ai eu à le faire en son temps, mais je voulais vous rappeler. Oui, au niveau de la plateforme, ça a été évoqué en son temps. En son temps, au niveau de la plateforme, nous avons énuméré, s'il vous plaît, 12 raisons par rapport auxquelles il fallait s'engager dans ces réformes-là. Et parmi ces raisons-là, il y a un certain nombre de raisons qui tiennent à l'engagement du gouvernement lui-même. C'est-à-dire qu'au-delà de l'accord politique global, qui a été signé par l'ensemble de la classe politique. S'il n'y a pas un engagement au niveau du gouvernement, on n'allait pas introduire un tel texte au Parlement. Oui, vous avez introduit le texte, il n'est pas passé pour des raisons sur lesquelles personne ne revient, parce que les deux parties se sont rejetés la responsabilité. Mais aujourd'hui, si c'est vraiment un engagement du gouvernement, et je n'ai pas de raison de douter, je ne vois pas comment ce texte ne va pas passer. Je rappelle que le Premier ministre Ahmed Zounou,
quand vous prenez son dernier passage devant l'Assemblée nationale, quand il devait donc commencer son mandat, il avait clairement annoncé que les réformes allaient être faites. Aujourd'hui, il va certainement, avec le chef de l'État actuel, faire le bilan aux Togolais pour solliciter, je suppose, un nouveau mandat en 2015. Mais lorsque le dernier mandat vous a été donné, vous avez pris des engagements clairs que vous n'avez pas respectés, en tout cas des engagements majeurs. Si vous ne les respectez pas, au nom de quoi je vais encore vous donner un second mandat? Je passe. L'accord RPT-UFC, vous vous souvenez, en 2010. Oui. Mais cet accord a été perçu comme un élément important au lendemain de la présidentielle de 2010. Et d'ailleurs, cet accord a provoqué un tsunami au niveau de la classe politique. Sans cet accord-là, il n'y aurait jamais eu la création de l'ANC. Vous vous souvenez? Et donc, l'élément fondamental que nous avons perçu dans cet accord-là, c'est l'engagement du gouvernement Humbo à opérer les réformes après 6 mois. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Vous savez, quand on parle de cette question de réforme et quand on parle des engagements de l'État, je peux faire une liste assez exhaustive de ces engagements-là. Et quand on constate que ces engagements ne sont pas honorés et que c'est banalisé, c'est grave. Dans la mesure où c'est l'aptitude même de notre État à donner sa parole et à le respecter qui peut être mise en jeu et qui peut être mis en doute. J'ose croire que le chef de l'État voudrait clairement montrer qu'à la tête de ce pays-là, il a posé un certain nombre d'actions positives et surtout, il a pris un certain nombre d'engagements qu'il a respectés. Être homme, c'est précisément être responsable, disait Saint-Exupéry. Ça veut dire que quand vous prenez un engagement, vous le respectez. Et donc, encore une fois, je pense que les Togolais doivent un peu montrer qu'ils sont vigilants, qu'ils sont attentifs. Et c'est là où je pose la question de la responsabilité individuelle. Au-delà de l'appartenance des députés unir au bloc unir, mais ils ont des familles. Ils voient l'état dans lequel le pays se trouve. Ils voient à quel point les gens ont des frustrations. Ils voient en quoi est-ce que la justice, parce qu'un certain nombre d'éléments de verrouillage existent là-bas, n'est pas indépendante. Et donc, ils voient... On va revenir sur le cas de la justice togolaise. C'est assez intéressant de revenir là-dessus d'une autre manière, mais le cas précis de l'initiative aujourd'hui du CAR et de l'ADI semble être un cas sérieux, puisque beaucoup de personnes l'évoquent depuis quelques jours. Alors, le CAR et ADI se sont mis en marche du conclave qui aura des dirigeants PFA, on va en parler, c'est évident. Aujourd'hui, ils mènent une initiative. Est-ce qu'il y a une chance, c'est vrai, au-delà de tous les commentaires, que le CAP s'associe véritablement? Le CAP a dit qu'il est ouvert également aux réformes, qu'il veut aussi les réformes. Mais ayant quitté la barque à un moment donné et qu'on revient avec un document et on exige ou on demande une signature, est-ce que ça ne va pas être compliqué à tout point de vue, finalement? Bon, si... Sincèrement. Non, mais on n'est pas dans le domaine des sentiments. On est dans le domaine de la politique. Et je suppose que tous ces leaders qui, depuis 1990, au lendemain donc, du vent de démocratie, ont fait irruption sur la scène et ont proposé différents plans, ont pour ambition, effectivement, d'arriver au pouvoir un jour. Et l'un des critères, à mon avis, pour que le peuple vous fasse confiance et vous amène au pouvoir, c'est de démontrer à ce peuple-là qu'au-delà de vos égos personnels, vous pouvez surmonter un peu ces égos-là et aller de l'avant. Vous souvenez-vous, cette semaine, il y a eu l'accord du Parlement pour que l'hôtel 2 février soit nationalisé. Et sur cette question-là, il n'y a pas eu de division parce que justement, tous les députés ont senti que c'est l'intérêt du pays qui est en jeu. Et donc, pour moi, malgré effectivement des divisions évidentes, à mon avis, pour des questions de personnalité et d'intérêt individuel. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi, objectivement, ADI et le CAR, malgré les raisons qu'ils peuvent donner, à savoir qu'on a voulu leur imposer Jean-Pierre Fabre tout le reste, je ne vois pas pourquoi il fallait faire un clash et quitter le conclave. Mais je les laisse un peu maîtres de leurs décisions sans forcément dire qu'ils ont bien fait ou qu'ils ont mal fait. Mais je me dis, la question qui est en jeu, c'est la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et que de toute façon, il faut que quelqu'un ou une tendance introduise la loi. Moi, je pense que ADI et le CAR ont eu le mérite de faire, j'allais dire, plus vite que les autres. Maintenant, la responsabilité de rejeter ce texte-là, je ne sais pas qui peut prendre cette responsabilité-là. Parce qu'il faudra alors justifier au peuple pourquoi vous n'avez pas voté le texte. Est-ce que vous voyez par exemple l'ANC
et les partis membres du CAP 2015, la CDPA notamment, et tous les autres, disent « Ah, vous savez, nous voulons les réformes, mais nous ne sommes pas contents que ce soit le CAR qui ait fait l'introduction du projet de loi. » Simplement parce que c'est le CAR, il a dit « Nous ne sommes pas d'accord. » Ce serait trop égoïste de leur part. Je pense qu'ils ont plus de hauteur, je pense qu'ils ont plus de maturité, et je ne les vois pas faire ça. Là où il y a un risque, c'est au niveau du parti uni. Parce que c'est à ce parti-là qu'on prête l'intention de ne pas vouloir opérer les réformes, en tout cas pas avant 2015. C'est à ce parti-là qu'on prête l'intention de ne pas vouloir créer les conditions de l'alternance. Mais là encore, je dis que vous et moi, nous devons dire à ceux qui sont donc dans ce parti-là qu'ils doivent savoir lire les événements aussi bien au niveau national qu'au niveau de la sous-région. Le cas burkinabé, forcément. Forcément, on aura le temps peut-être d'en parler. Oui. Mais moi, j'ai été frappé justement quand le vote devait se faire au Parlement burkinabé par ce reportage réalisé par une chaîne occidentale où on a interviewé des députés du CDP. Deux ont pu dire « Ah, vous savez, nous, on est sereins. Nous avons été intimidés, mais nous savons que c'est le peuple burkinabé qui nous demande de nous prononcer. Nous sommes des représentants du peuple. » Ils ont compris à leur départ après que le peuple au nom duquel il parlait avait vraiment d'autres désirs. Aujourd'hui, toutes les composantes, ou presque, de notre pays disent que les réformes, c'est maintenant qu'il faut les faire. Les églises, certains ont dit que les églises se sont prononcées trop tard. Je dis non. Certains ont dit que les ambassadeurs se sont prononcés trop tard. Je dis non. Parce que ces gens-là ne parlent pas tout le temps. Ils font ce qu'on appelle la diplomatie de couloir. Ils parlent aux uns, ils parlent aux autres, ils essaient de persuader chacun, et c'est quand ils sont exaspérés, c'est quand ils constatent que tout ce qu'ils ont pu faire comme mission de bons offices n'a pas marché, qu'ils jugent utile de descendre dans l'arène et de se prononcer. Et donc, quand l'Église se prononce, quand les ambassadeurs du groupe des 5 au Togo notamment se prononcent, ça veut dire que beaucoup de mécanismes de couloir ont été activés. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas qui, au nom de quel argument, pourra rejeter. Ce qui est vrai, c'est que, et ça je vais peut-être oser, au sein d'un système comme UNIR, un système qui par hypothèse est fermé, un système où, a priori, celui qui a entre guillemets le courage de proposer d'aller plus loin peut être perçu comme celui qui va trahir l'ensemble donc de l'establishment qui profite des avantages. Mais au sein d'un système comme celui-là, effectivement, on risque de ne pas avoir beaucoup de gens courageux. Mais je pense que l'instinct de survie, c'est-à-dire l'intérêt pour eux-mêmes de vivre et de survivre, de continuer par jouir du minimum de privilèges qu'ils ont maintenant et de ne pas risquer que l'explosion sociale leur cause des ennuis, au nom de ce seul intérêt-là, je pense qu'ils doivent aller aux réformes. Il faut savoir anticiper. Vous savez, je vais peut-être terminer avec ça. En Afrique du Sud, l'intérêt, le mérite que le pouvoir blanc a eu dans l'abolition de l'apartheid, c'est qu'ils ont su lire l'histoire. Ils ont su à un moment donné que c'était irréversible, le mouvement de lutte pour les libertés des Noirs, et que tôt ou tard, l'apartheid devait être aboli. Ils ont rapidement entamé des négociations, et ça a donné ce que vous avez donné. J'espère qu'au sein de UNIR, ils ont tous les stratèges, ils ont tous les conseillers pour qu'ils puissent rapidement anticiper et se montrer même les champions de l'alternance, les champions des réformes. Un risque évident aujourd'hui que si les réformes ne sont pas opérées avant le scrutin prochain, qu'il peut y avoir également des mouvements chez nous au Togo. C'est ce que vous insinuez? Oui. C'est-à-dire que cet élément-là, vous avez vu au Bénin, que quand il y a eu les événements au Burkina, le président Yahi Boni s'est empressé de dire qu'il jurait qu'il ne se représenterait pas en 2016. Ça veut dire que le président Yahi Boni a compris qu'à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les informations passent très vite. Et les énergies, les mouvements, les frustrations que les gens ont à l'intérieur d'un pays, ce n'est pas trop différent de ce que les Burkinabés avaient. Et les signaux qui ont été donnés par le Burkina sont des signaux très forts. À savoir que quel que soit ce qu'on peut avoir comme force
sur le plan physique ou comme force au niveau de l'armée, la volonté du peuple, les frustrations du peuple demandent que des réponses claires leur soient données. Et moi, je pense vraiment qu'il faut savoir rentrer dans l'histoire. Le peuple togolais, quand vous lisez un peu l'histoire, en 2003, lorsque le président Yadema n'avait pas respecté sa parole de militaire, en 2005, lorsque le président Yadema est décédé et qu'il y a eu l'armée qui est venue au pouvoir, ensuite le président Faure qui est venu au pouvoir, mon avis personnel, c'est qu'on avait la malchance d'avoir en France, au temps du président Yadema, un président Chirac qui n'avait pas su montrer clairement son désaccord face au non-respect de la parole par le président Yadema. En 2005, là encore, malheureusement, la pression internationale n'était pas en faveur des Togolais. Mais en 2014, c'est une très bonne chose qui s'est passée au Burkina en termes de conséquences pour le Togo. Ça a donné plus d'énergie, plus de volonté aux Togolais qui veulent que ces réformes-là se fassent pour qu'au final, l'ensemble des pays africains, particulièrement le peuple du Togo, puisse espérer avoir des institutions démocratiques. Des institutions, lorsque les gens sont désignés, les gens répondent de leurs actions devant le peuple. La situation au Burkina, une pression finalement grâce sur le pouvoir de l'OMD, je crois. Un grand espoir pour le peuple togolais qui aspire à plus de liberté et qui aspire à avoir plus d'ouverture démocratique et qui espère aussi, élément important, que le jour où l'alternance surviendra, ce ne sera pas la victoire des anciens opposants contre ceux qui sont au pouvoir. Parce que ce qui se joue aussi, c'est que le jour où il y a l'alternance, il ne faut pas que ceux qui étaient au pouvoir soient obligés de fuir le pays. L'une des conditions pour que vous ne soyez pas obligés de fuir, c'est de répondre aux attentes pendant que vous êtes encore au pouvoir. Ce n'est que mon point de vue. On sait par exemple que le Togo s'est engagé dans un processus de justice transitionnelle avec au bout la réconciliation nationale. Et vous avez bien fait de rappeler que l'une des conditions par rapport à cette réconciliation, c'est la garantie de non-répétition. Et il fallait passer par le cap des réformes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la prise de ce décret-là qui met en place le HCRUN, dont on attend toujours la nomination des membres, est-ce que tous ces signaux vous rassurent que réellement le processus de justice transitionnelle ou de réconciliation nationale sera effectif? Alors, le lien que vous faites avec le processus de justice transitionnelle dans le cadre du débat qu'on a fait me semble être assez intéressant. Parce que pourquoi est-ce qu'un pays rentre dans un processus de justice transitionnelle? C'est quand pendant longtemps vous avez connu des crises assez graves. C'était le cas en Sierra Leone, c'était le cas au Libéria, c'était le cas au Rwanda. Et qu'à un moment donné, en Afrique du Sud, dans bien d'autres pays, et qu'à un moment donné, vous vous dites, quels fondamentaux mettons-nous sur pied pour que ces événements graves ne se reproduisent plus jamais dans notre pays? C'est ça le sens du plus jamais. Avant de dire plus jamais, ça veut dire qu'en amont, vous vous êtes assuré qu'un certain nombre de mécanismes sont en place. Moi, je reviens d'une mission en Côte d'Ivoire où j'ai pu analyser le processus de justice transitionnelle tel qu'il se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, ils sont en avance ou ça boitille? Non, honnêtement, je pense que les Ivoiriens, ils ont commencé après nous, mais ils sont en avance sur nous. Je vous explique pourquoi. Au centre du processus, il y a la commission Dialogue Vérité, présidée par le président Bani. Mais parallèlement à cette commission, ils ont un autre groupe qui s'occupe du droit à la justice. Ils ont une commission pour la cohésion sociale. Et ils ont une commission qui s'occupe des victimes de guerre. L'intérêt de ces trois commissions, c'est que la commission qui s'occupe des enquêtes et de la justice continue par faire des investigations pour que les présumés auteurs soient au minimum arrêtés, au moins mis au banc quelque part. Deuxième élément, le droit à réparation. Ce que les Ivoiriens sont en train de faire actuellement, c'est qu'on identifie un peu les communautés qui ont eu des problèmes et de façon symbolique, on fait des projets dans ces communautés-là. On construit par exemple un centre culturel, on construit un monument pour le souvenir des victimes. Ça, ils sont en train de le faire déjà. On construit des écoles, de grands bâtiments, par exemple dans une communauté de Bain, où on sait que cette communauté-là a subi beaucoup de problèmes. On construit des choses qui peuvent les apaiser. À Atapamé, à Adéoui, en tout cas, toutes les localités où il y a eu des problèmes, des choses sont en train d'être faites.
au niveau du droit à la justice, comme je vous disais, les gens qui sont présumés avoir commis des actes de violence, les auteurs sont un peu arrêtés ou en tout cas on leur demande de rendre des comptes. Enfin, les victimes, il y a une commission aussi qui s'occupe de la prise en charge des victimes. Or, au Togo, il nous a été signalé, nous qui travaillons sur la problématique de la justice traditionnelle, qu'un certain nombre de victimes sont en train de mourir. On nous a signalé par exemple à Dapahan, on nous a signalé à Neho et même à Lomé. Moi je peux vous donner au moins 3 noms de victimes que nous avons suivies depuis 2005 qui ont dû perdre la vie. Quel que soit ce que le gouvernement va faire demain, ces victimes ne pourront pas profiter du droit à la justice. Quand vous analysez même les piliers de la justice traditionnelle, ces piliers-là, c'est ce que les Ivoiriens sont en train de prendre en compte avec les 3 mécanismes que je vous ai décrits actuellement. Alors qu'au Togo, quand vous prenez le droit de savoir, malheureusement, le volume 1 du rapport de la CVJR a été publié, rendu public, mais on ne vous a pas suffisamment dit qu'il y a 3 autres volumes qui traînent quelque part. Si nous voulons que le droit à la vérité, qui est un pilier du processus de justice traditionnelle, soit effectif, mais quand est-ce qu'on va nous faire connaître les autres volumes? Si tant il est vrai... Finalement, il n'y a plus de volonté à la fin quand on vous suit. Laissez-moi prendre d'abord les 3 piliers. Donc ça, c'est pour le droit à la vérité. Deuxième pilier, les garanties de non-répétition. Je suis désolé, mais le colonel Massina, qui a le passé que vous lui connaissez, vient d'être nommé à la tête de la gendarmerie. Ça veut dire que par hypothèse, c'est le colonel Massina qui ira dans différentes localités pour arrêter des gens. Pourquoi? Pour non-respect de la loi. Alors que lui-même, il est censé avoir commis un crime contre l'humanité. Mais quelle exemplarité! Et quand les citoyens qui ont pu avoir été victimes de torture, ou qui savent... Au Togo, il n'y a pas de torture, on connaît... Non, je suis désolé. La Commission nationale des droits de l'homme, vous vous en souvenez, a établi qu'il y a eu des actes de torture dans notre pays. Sous Kofi Konté. Oui. Et donc, dans le projet de justice traditionnelle, il y a une mesure qu'on appelle le vetting, qui demande que toutes les personnes qui, par le passé, se sont salies les mains, soient isolées. Au minimum, il faut les nommer ambassadeurs au Nicaragua, quelque part. En tout cas, que les citoyens ne soient plus obligés de les voir. Au Togo, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'en termes de garantie de non-répétition, il y a des personnes qui ont commis des crimes qui sont encore là. Deuxième élément, les garanties de non-répétition, c'est aussi les lois et les institutions nouvelles. Aujourd'hui, le code pénal est dans l'état que vous connaissez. Enfin, droit à la justice. Enfin, les victimes sont encore là. Et donc, au final, c'est là où c'est dramatique, quand on ramène au débat que nous faisons par rapport à la justice aux réformes. Ça veut dire que, après la crise que nous avons connue en 2005, ceux qui pouvaient être patients et qui ont été patients jusqu'en 2014 ont pu apprécier 2 ou 3 mesures que le chef de l'État a prises. Parce qu'il ne faut pas non plus être trop sévère, n'est-ce pas? Il y a des mesures qui ont été prises. Par contre, on se demande pourquoi est-ce que, je parle au chef de l'État, mais j'espère qu'il m'écoute, ou bien que ce conseil m'écoute, pourquoi est-ce que, comme on dit chez nous, quand vous tuez le serpent, il faut lui couper la tête? On se demande pourquoi est-ce que le chef de l'État hésite à couper la tête. Pour que définitivement, ceux qui doutent de sa volonté de faire des garanties de non-répétition et d'engager le pays sur la voie de la modernité, mais pourquoi ça veut dire que ça ne sert à rien finalement d'avoir eu CVJR, les recommandations, et qu'après, qu'il n'y a rien qui suive après. Mais oui. Vous savez, il y a aujourd'hui tellement d'instances qui ont fait tellement de recommandations à l'État togolais qu'on se demande, moi j'ai la chance par ailleurs de travailler dans le cadre du projet Togo Vision 2030 en tant que chef du sous-système politique et gouvernance. Et l'un des reproches qu'un certain nombre de personnes nous font lorsque nous allons vers ces personnes-là, c'est de nous dire, mais écoutez, vous venez aujourd'hui nous dire, voici la vision pour 2030. Qu'est-ce que vous, les Togolais, vous voulez? Mais est-ce que vous n'êtes pas au courant que les Nations Unies, que la Commission Vérité et Réconciliation, que la CNDH, que différentes instances ont déjà fait des recommandations? Pourquoi est-ce que ces recommandations-là, au minimum, ne sont pas mises en œuvre? Si ces recommandations sont mises en œuvre, eh bien, vous aurez ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'au fond, indépendamment de ce que les Togolais peuvent dire de nouveau, tout ce qu'il y a de souhaitable pour le pays est déjà dans différents textes. Et quand on fait le bilan, malheureusement, au niveau de la gouvernance et de la nécessité de lutter contre l'impunité et la corruption et beaucoup d'autres événements, et beaucoup d'autres mots, il y a des raisons de douter de la volonté du chef de l'État d'aller très loin. Alors aujourd'hui, on sait aussi que la diaspora togolaise et la société civile togolaise également sont à pied d'œuvre pour pouvoir obtenir ces réformes-là. On parle beaucoup plus d'un référendum, d'initiative populaire au niveau de la diaspora. On parle d'un référendum
au niveau local où on veut recueillir 500 000 signatures conformément à l'article 4 de la Constitution togolaise. Vous êtes également membre de cette société civile. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative? Ce sont de belles initiatives. Je pense que malheureusement, au sein de la société civile, ce qui arrive ou ce qui est arrivé aux partis politiques nous arrive aussi. C'est-à-dire qu'au fond... Des actions disparates. Oui, c'est ça, c'est ça. Des actions disparates, chacun voulant être devant, chacun voulant être sûr que lorsqu'on parlera demain d'une mesure qui a marché, que c'est son nom qu'on va donner. Vous savez, au niveau des ONG, nous avons aussi la course vers le financement. Donc, certains se disent, si je suis derrière l'initiative de telle institution, demain, c'est peut-être eux qui auront tous les mérites. En ce qui me concerne personnellement, je pense que c'est une fausse bataille. C'est une fausse bataille et je suis de ceux qui, dès les premières heures, moi, il y a un collègue qui est venu me voir il y a une semaine, justement pour me parler d'un certain nombre d'initiatives à prendre pour que ce référendum-là puisse se faire. J'ai dit, écoute, nous on s'aligne derrière vous, on ne demande même pas forcément à avoir un nom quelque part. Parce que cette question des réformes, c'est une question d'intérêt national. Aujourd'hui, effectivement, il y a le mouvement Kekeli et le collectif de résurgence de la diaspora, CRD, qui ont pris l'initiative, qui veulent recueillir 500 signatures. 500 000. 500 000, merci beaucoup. Nos collègues de la Concertation nationale de la société civile ont pris cette initiative-là. En tout cas, en termes d'antériorité, moi j'ai d'abord été mis au courant de l'initiative de la diaspora et du mouvement Kekeli. Et c'est une semaine après que j'ai eu l'information par rapport à la CNSC. La première chose, à mon avis, que ces deux regroupements doivent faire, c'est vraiment de se voir. Parce que si vous voulez recueillir 500 000 signatures dans un certain nombre de préfectures du Togo, il vaut mieux mettre vos actions en synergie. Et ne pas chercher à savoir qui est devant, qui n'est pas devant. Ensuite, si cette action-là réussissait, elle pourrait alors, je ne dirais pas compléter, mais court-circuiter un éventuel rejet de la loi introduite par le CAR et l'ADI au niveau de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs ce qui, moi, m'amène à continuer par mettre beaucoup d'espoir dans le fait que dans les semaines à venir, le Togo rentrera dans les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Mais quand on écoute également certains observateurs, ils disent que quand on arrive à obtenir cette question de référendum, le tour n'est pas gagné. Le gouvernement peut dire par exemple que je n'ai pas les moyens pour organiser ces référendums. Vous savez, ces derniers temps, j'ai eu à faire un certain nombre de rencontres et de conférences à certains niveaux. Et dans mes recherches pour préparer un de mes exposés, je suis tombé sur une citation extraordinaire du Mahatma Gandhi, que vous connaissez très bien pour le caractère pacifique de ses actions, que vous connaissez très bien pour l'impact qu'il a eu sur la lutte pour la revendication des droits et libertés en Inde d'abord et dans le monde entier ensuite. Le Mahatma Gandhi fait partie des 10 plus grandes figures de la lutte pour la violence qu'on peut citer dans tous les temps, dans le monde entier, n'est-ce pas? Le Mahatma Gandhi dit, quand il fait référence aux relations, aux réactions que les gouvernants ont lorsque nous, citoyens et de la société civile en général, nous initions des actions. Il dit, lorsque vous commencez, au début, ils se moquent de vous. Les gouvernants, quand vous, citoyens ou société civile, vous initiez quelque chose, au début, ils vous ignorent. Ils ne savent même pas que vous avez initié quelque chose. Parce qu'ils se disent que vous êtes tellement banal qu'ils n'ont pas à vous considérer. Deuxième réaction, quand vous commencez par, entre guillemets, vous agiter, ils vous ignorent. Non, ils vous ignorent d'abord, ensuite ils se moquent de vous. Et troisième réaction, vous continuez parce que vous êtes déterminé, vous êtes convaincu de ce que vous faites. Et les gouvernements commencent par réaliser que ces gens-là, ils risquent de nous créer des problèmes. Et ils commencent par faire des réunions pour organiser la riposte. Mais le jour où ils ont terminé la réunion, vous aurez gagné. C'est ce que Mahatma Gandhi a dit. Dans d'autres contextes, dans d'autres pays. C'est valable aussi pour le Togo. Quelle que soit la raison, quel que soit l'argument que le gouvernement va donner, il appartient aux citoyens qui ont pris l'initiative de collecter des signatures d'une part. Il appartient aux citoyens qui ont pris l'initiative de proposer un projet de loi d'autre part, de s'organiser, de communiquer, de parler aux communautés, de parler même au conseil du chef de l'État, de parler aux tenants du pouvoir, de leur expliquer que dans leur propre intérêt, ils doivent aller de l'avant.
Nous sommes à l'heure d'Internet, nous sommes à l'heure de Facebook, nous sommes à l'heure de Twitter. Quand vous faites quelque chose, le colonel Yak Damehan lui-même, une fois dans la rue, a pu dire « rentrez leur dedans ». N'est-ce pas, vous vous souvenez? Les minutes qui ont suivi, cette vidéo circulait sur le web. Et parmi les éléments qui ont fait que, à mon avis, on reviendra peut-être là-dessus, le mouvement au Burkina a été un succès, c'est le fait que un certain nombre de personnes se sont rendues compte qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Vous ne pouvez plus, à l'intérieur de 56 600 km², vous comporter comme si c'est seulement vous qui existiez. Il y a aujourd'hui des gendarmes dans le monde. Il y a aujourd'hui un certain nombre de dieux qui vous voient. Et vous avez le devoir de rentrer dans les logiques qui voudraient qu'on ne s'éternise pas au pouvoir. Alors, pas pour vous couper, mais quand les partis politiques sont à pied d'œuvre pour amener le gouvernement togolais à faire les réformes, quand les diplomates appellent à aller à ces réformes, quand les religieux appellent également à aller à ces réformes, quand la société civile se mobilise pour ces mêmes réformes, comment peut-on finalement comprendre cette résistance au niveau des députés du parti au pouvoir à ne pas voter ce texte ou à les rejeter? Raison principale, il faut forcément que des gens soient d'accord par rapport à la clause secrète-là. Ce n'est pas une clause secrète, c'est une clause transitoire. C'est-à-dire que mon avis personnel, et on l'a dit quelque part, les gens estimaient qu'on était acheté, qu'on était vendu, mais je pense que ce que nous avons comme acquis au Togo depuis 1990 à aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire que je dis ce que je pense. Je pense que le Faure Gnassingbé, qui est actuellement au pouvoir, moi ça ne me pose pas de problème qu'en 2015 il se présente. Ça ne me pose aucun problème. Par contre, il faut que le processus électoral offre des gages d'équitabilité, de transparence et d'honnêteté. Parce que la question sur le fait que les chefs d'État puissent se présenter au pouvoir ou non, cette question en réalité, ce qu'il y a au fond, c'est que les machines électorales dans nos différents pays sont des machines qui ne sont pas honnêtes. Chaque fois qu'un ancien, comme disait quelqu'un, quand on est au pouvoir, on n'organise pas les élections pour les perdre. Alors que dans d'autres pays, quand vous organisez les élections, c'est parce que vous voulez demander aux citoyens, est-ce qu'ils vous font confiance? Et donc pour moi, actuellement, il faut déplorer le fait que déjà au niveau de l'opposition, moi je n'ai pas compris un peu, comme je disais là, les raisons qui ont motivé le départ de ANC, de CAR et ADI du conclave. J'ai suivi un peu Maître Apévon sur une radio dans la semaine où il essayait d'expliquer que parce que le CAR est majoritaire au sein, comparé aux autres partis de l'Arc-en-Ciel, le CAR pouvait être valablement désigné comme candidat de Arc-en-Ciel. Mais le même raisonnement peut être fait justement en lien avec la désignation de Jean-Pierre Favre. Parce que je ne vois pas objectivement le CAR avoir drainer plus de voix que l'ANC. Je comprends que chacun veuille être président, mais il n'y a qu'un seul siège. Donc, en termes de responsabilité, c'est important de montrer aussi à nos compatriotes qu'au niveau de l'opposition, nous devons demander aux leaders d'avoir plus d'amour pour la patrie et de laisser tomber les intérêts. Jean-Pierre Favre, notamment, par exemple, puisqu'il a été désigné, moi j'ai vu un peu, c'était une évolution. Son discours a un peu changé. Il a commencé par avoir un discours un peu plus rassembleur, ce qui n'a pas toujours. Maintenant, du côté du pouvoir, je persiste à penser que dans son propre intérêt, ce pouvoir aujourd'hui ne peut pas ne pas faire les réformes. Dans son propre intérêt. Et je vais être très attentif aux arguments éventuels que les membres du gouvernement... Le chemin a été quand même parcouru. Dans quel sens? Au niveau du gouvernement, le pouvoir de Faure Gnassingbé, depuis qu'il est là, on ne pourra rien dire. On ne peut pas dire qu'il n'a jamais rien fait. Non, ça non, non. Déposé. Non, rien fait dans quel domaine? Moi, je ne pense pas qu'il faille tout voir, ou bien tout noir, ou bien tout blanc. Non, non, non. Le président Faure Gnassingbé, quand il est arrivé, a posé un certain nombre d'actions qui sont assez intéressantes. Pour la parenthèse, moi, j'ai été séduit par 3 catégories d'actions. C'est d'abord les routes, ensuite l'assurance pour les fonctionnaires au niveau médical, l'INAM, et enfin ce programme que je trouve très bien qui s'appelle le Provonat. Je trouve que ce Provonat a permis à beaucoup de jeunes de renforcer leur employabilité. Donc, je ne pense pas que Faure Gnassingbé n'ait rien fait de bon. Par contre,
Par contre, là où il est attendu actuellement, mais ce n'est pas seulement lui qui est attendu. Les réformes politiques, oui, c'est ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'après le Burkina, ce n'est pas Faure Gnassingbé seulement qui est attendu. Il y a d'autres de ses collègues qui sont attendus. Notamment Yaïboni. Et qui doivent absolument donner des réponses. Quand vous êtes entendu, vous devez donner des réponses. Les gens vont analyser vos réponses. Et moi, si j'étais conseiller du président Faure Gnassingbé, je pense qu'on doit déjà avoir fait plusieurs réunions pour se dire, au minimum, nous allons faire des réformettes. OK? C'est-à-dire, oui, des fois, quand les gens demandent tellement de choses, mais et que vous ne voulez pas donner au moins quelque chose pour donner l'impression Comme quoi, par exemple? Non, je ne sais pas. Moi, ma volonté, c'est que les réformes soient faites et qu'elles soient faites pleinement. Bien. Mais je me situais un peu dans une analyse, j'espère qu'ils ne sont pas dans cette logique, un peu cynique, où ils n'ont absolument pas la volonté. C'est-à-dire que dans le pire des cas, ils doivent faire des réformettes avant qu'on aille à la présidentielle. Mais dans le meilleur des cas... Les réformettes par rapport à la limitation de mandat ou par rapport au mode de scrutin ou par rapport aux institutions? Par rapport à la limitation de mandat, ils doivent faire quelque chose. Par rapport au mode de scrutin, ils doivent faire quelque chose. D'ailleurs, sur le mode de scrutin, mais je ne comprends pas. Le président Faure Gnassingbé, on nous a dit qu'en 2005 et en 2010, il a été élu à plus de 60%, vous vous souvenez? 62%. Mais, et alors? S'il a vraiment été élu à plus de 60%, quel problème ça lui pose de faire des élections à 2 tours? Ça veut dire que même si les élections étaient à 2 tours, il serait élu dès le premier tour à près de 60%, on est d'accord. Et donc, moi je pense qu'il y a l'un des problèmes qu'on a dans notre pays, c'est qu'il y a un écart important entre ce qu'on appelle la légitimité et la légalité. La légalité, c'est qu'est-ce que les lois en place disent. Les lois en place peuvent être de mauvaises lois. Mais tant que vous y conformez, vous êtes alors en train de respecter la légalité. Mais la légitimité, c'est le fait que le peuple que vous gouvernez puisse se retrouver dans ce que vous faites. Il y a au sein du gouvernement actuel un certain nombre de personnes que moi je vois en ville qui n'ont pas besoin de s'entourer de 1000 gardes de corps. Il y a un certain nombre de chefs d'État dans certains pays qui n'ont pas besoin, quand ils circulent, d'avoir trop de forces de sécurité autour d'eux. Mais il y a certains chefs d'État, avant de circuler, ils ont besoin de s'entourer de toutes les mesures de sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont sûrs de rien. Et au demeurant, il y a encore une expérience que j'ai partagée cette semaine même avec des jeunes avec lesquels on était en conférence. C'est 3 scénarios, 3 images. Vous allez sur Internet aujourd'hui, vous cliquez Didier Drogba, investissement. Vous allez voir que Didier Drogba, qui est un joueur de football, a beaucoup investi en Côte d'Ivoire son argent. Vous allez au Cameroun avec Samuel Eto'o. Vous allez voir que Samuel Eto'o, tout l'argent qu'il a gagné dans le football, il l'a investi au Cameroun. Est-ce que Cheyi Adebayor a investi dans quelque chose selon vous? Tout ce que Cheyi Adebayor a fait, c'est de créer la fondation SI, qui est basée où? Au Ghana. Ça veut dire qu'il y a un problème sur les 56 600 km². Les gens n'ont pas confiance dans leur propre pays. Les gens savent qu'à tout moment, il y a risque d'explosion. Et même ça, ce n'est pas moi seul qui le dis. Le ministre Semondji, actuel ministre du Plan, dans le cadre d'un discours officiel, a dit que le Togo était un État fragile. Je lisais, il y a quelques semaines, un rapport publié par l'Union européenne. Ce rapport dit clairement que le Togo est un État fragile. Et donc, quand on dit de votre pays que vous êtes un État fragile, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut faire pour sortir de la fragilité, vous êtes d'accord? Tout le reste des discours, c'est des discours qui peuvent tromper les gens. Objectivement, aujourd'hui, comparé au Ghana, comparé au Bénin, comparé à d'autres pays, le Togo a tellement d'efforts à faire pour renforcer la confiance que l'extérieur peut avoir, mais surtout pour renforcer la confiance que les citoyens doivent avoir dans leurs dirigeants. Et les réformes peuvent nous y aider. On va retenir que le CAP 2015 a projeté une manifestation, vous l'avez rappelé, sur le 21, vendredi prochain, non, pas ce vendredi, mais l'autre vendredi, dans 2 semaines environ, vendredi 21 novembre, pour manifester et exiger les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant le scrutin de 2015. On va avancer et parler du CAP 2015, justement, combat pour l'alternance politique en 2015. Vous savez que depuis quelques jours, Jean-Pierre Favre a été désigné par le conclave comme son candidat pour la présidentielle prochaine. Alors, la grande question qu'on se pose, est-ce la solution aujourd'hui? André Kagnafanou.
Quoi, si Jean-Pierre Fabre est la solution, ou bien si le CAP 2015 est la solution? Le CAP 2015. Alors, au regard de l'histoire politique du Togo, au regard de l'histoire électorale, quand on voit ce qui s'est passé en 1993, en 1998, en 2003, en 2005 et en 2010, quand on observe que les faits disent que le pouvoir jusqu'à présent est réticent à faire les réformes, la solution la plus réaliste était d'avoir un plan A et un plan B. Maintenant, sur la succession, c'est-à-dire l'ordre des plans A et B, des débats sont en train d'être faits. Je m'explique. Certains disent que comme le pouvoir est réticent pour faire les réformes, il faut rapidement avoir un candidat unique, de sorte que l'opposition soit soudée autour d'un leader et que la bataille puisse être gagnée. Je comprends cette position dans la mesure où, par le passé, lorsque l'opposition réclame un certain nombre de choses et que personne n'est sûr que lorsque la chose leur sera accordée, c'est lui qui sera devant, eh bien, ils font le combat, mais en même temps se tirant des balles dans le pied les uns aux autres. Pendant le vote de la loi, par exemple, le rejet, c'est-à-dire, je voulais dire, de la loi sur les réformes, certains analystes sont allés jusqu'à dire que l'ANC n'avait pas intérêt à ce que les réformes se fassent et qu'on instaure le vote à deux tours. Parce que si on dit vote à deux tours, donc tout le monde va vouloir aller et Jean-Pierre Fabre ne peut pas donc naturellement être désigné. Ça, c'est des gens qui le disent. De l'autre côté, d'autres personnes, d'autres tendances, notamment ceux qui sont cette tendance qui est incarnée aujourd'hui par le CAR et l'ADI, leur raisonnement, et même d'autres avant, et Agbeome, Kodjo, Kofi Amian peut-être et d'autres, leur raisonnement c'est que si ensemble nous sommes unis et que nous réclamons les deux tours et que nous l'avons, chacun de nous alors pourra aller au premier tour des élections et lors du vote, on verra qui parmi nous est devant. La leçon que je tire, c'est que la réalité est bien triste. À savoir que dans le contexte difficile qui est celui de notre pays, aucun de ces leaders de l'opposition ne se met vraiment, ne prend vraiment de la hauteur pour ignorer ses intérêts. On a vu déjà, lorsqu'il fallait désigner des gens pour la Commission électorale nationale, des petites batailles. Et en son temps, moi, j'avais fait un posting sur Facebook en disant que si seulement pour la CENI, les gens se battent comme ça, qu'en sera-t-il lorsqu'il faudra désigner des gens au gouvernement? Et un ami journaliste qui n'a pas apprécié, qui n'était pas d'accord avec mes propos, mais que j'aime bien aussi, a jugé utile de penser que nous, on était vendus parce que simplement, on disait ça. Mais bon, ça, c'est inhérent à la liberté d'expression qu'il y a dans le pays. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne chose que tous ces partis-là aient aujourd'hui convenu d'être derrière Jean-Pierre Fabre. Les autres qui n'y sont pas encore, moi je pense que c'est Jean-Pierre Fabre qui devra montrer sa capacité à convaincre, sa capacité à intégrer les intérêts des autres aussi, pour qu'au final, ces autres, notamment le CAR et l'ADI, puissent être en confiance. C'est une question de confiance. Parce qu'en réalité, je ne vois pas objectivement le CAR, même si c'est légitime qu'ils veuillent être président, s'ils ont créé leur parti politique pour accéder au pouvoir, je ne vois pas le CAR dépasser l'ANC en matière d'élection dans ce pays. Et donc pour cette seule raison, le CAR, à mon avis, doit être plus modeste dans la discussion avec l'ANC et le CAP. Et aujourd'hui, j'ai entendu Maître Apévon dire que Jean-Pierre Fabre ne serait que le candidat d'un camp. Ce n'est pas faux. Mais sauf que c'est quand même un camp qui a derrière lui l'adhésion populaire. L'adhésion de beaucoup de partis. 8 au moins. Oui. Et donc on ne peut pas dire que aujourd'hui, objectivement, le bloc face à unir
avec le président Faure Gnassingbé, toute l'expérience qu'on lui connaît, avec les moyens de l'État, avec tous les directeurs des grandes sociétés qui, a priori, n'ont pas le choix, ils sont censés être dans UNIR, qui sont censés mettre les moyens de leur société au profit de UNIR. Avec tous ces moyens-là, il faut bien que l'opposition ait aussi un bloc solide. Maintenant, si entre-temps, le combat pour les réformes est réussi et que l'élection en 2 tours intervient, là on peut avoir une recomposition et avoir un changement de stratégie. Mais en tout état de cause, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une bonne chose que ces partis-là se soient entendus et qu'ils aient... S'ils n'avaient pas désigné Jean-Pierre Fabre, là encore, ce serait difficile à expliquer dans la mesure où, quoi que l'on dise, Jean-Pierre Fabre aujourd'hui est le leader de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dirige vers un couple Carr-Hadi dans la perspective de la présidentielle prochaine? Moi, je serais déçu s'il y a un couple Carr-Hadi pour plusieurs raisons. Parce que, souvenez-vous, le Hadi et l'ANC étaient très proches avant. Et c'est même autour d'eux, avec 2 organisations de la société civile, que le CST s'est formé. Et vous vous souvenez que lorsque le CAR, la CDPA et d'autres devaient initier la coalition Arc-en-Ciel, on nous a dit ce qui s'est passé au CST là, ce n'est pas sur de bonnes bases, qu'ils n'ont pas pu beaucoup discuter et que nous avons créé Arc-en-Ciel après avoir vraiment beaucoup réfléchi. Nous avons discuté, c'est bon, maintenant notre regroupement à nous est plus cohérent. Nous avons un regroupement électoral et c'est plus cohérent que ce qu'il y a au CST. C'est ce qu'on nous avait dit dans le temps. Patatras, après quelques mois, on constate qu'il y a friction au sein du CST, Hadi est parti, et que au sein même de l'Arc-en-Ciel, en réalité, le CAR semble se retrouver seul. Donc, si ceux qui se retrouvent seuls, eux maintenant jugent utile de former un nouveau bloc, avec tout le respect que j'ai pour eux, je dirais que c'est le bloc des frustrés. Et si c'est le bloc des frustrés, je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller, parce que malgré tout, les 2 pôles autour desquels le combat se fait, c'est vraiment le pôle actuellement au pouvoir et le pôle opposition autour de CAP 2015. Donc moi je pense vraiment que pendant longtemps on a débattu dans notre pays sur la question de savoir est-ce que véritablement il faut multipartisme avant démocratie ou est-ce qu'il faut démocratie avant multipartisme. La réalité, c'est que depuis 1990, le combat qui est mené pour qu'il y ait la démocratie au Togo n'est pas encore gagné. Il y a encore beaucoup de défis. Les institutions sont encore verrouillées. La plupart des institutions, 95% des institutions sont contrôlées par le parti au pouvoir. Le principe de la séparation des pouvoirs, qui est un principe fondamental en démocratie, n'est pas effectif. En même temps, c'est aussi facile à chaque fois d'écouter ce genre de discours. On laisse tout au pouvoir. C'est le pouvoir qui est responsable de tout, finalement. Non, si on vous verrouille avez... le système. On verrouille le système. On verrouille le système, c'est presque la même chose qui sort tout le temps. Mais je suis désolé, le système il est verrouillé. Et ce constat-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le fait. Tant qu'il n'est pas déverrouillé... Quelle est aussi la responsabilité de l'opposition, vous voulez dire? Oui, dans tout ça. Alors allons-y, mollo mollo. Que le pouvoir soit verrouillé, c'est un fait. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas nouveau, c'est un fait. Toutes les institutions sont contrôlées par le pouvoir. Ensuite, le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas effectif. Aujourd'hui, dans notre pays, le législatif et l'exécutif ont les liens que vous connaissez. D'ailleurs, notre Parlement n'a pas tout le respect qu'on lui doit dans un pays démocratique, mais ce n'est pas grave. La justice, malheureusement, certaines affaires dans notre pays ont montré que la justice n'est pas suffisamment indépendante. D'ailleurs, des instances internationales, notamment la Cour de justice, la CEDEAO, ont pu montrer que ces décisions-là ne sont pas objectives. Ça, c'est vraiment pour ce qui est du constat par rapport à l'état des lieux de la démocratie dans notre pays. Maintenant, la responsabilité de l'opposition, effectivement, me semble être entière aussi. Dans la mesure où, et là je vais revenir sur une analogie de Kofi Amian qui, à la veille des présidentielles de 2010, disait que lorsque nous faisons un match de football et qu'à chaque fois qu'il y a pénalty, c'est vous qui jouez, mais vous le ratez. C'est vous qui jouez, vous le ratez. Et vous dites que c'est à cause du cas adverse que vous n'avez pas pu gagner. Eh bien, il y a un problème par rapport à votre capacité vous-même à jouer. Premier argument. Deuxième argument que je tire de mon ami Fulbert Atisso. Fulbert Atisso a dit que autant le pouvoir
est responsable de la situation actuelle dans notre pays, où justement la démocratie n'avance pas comme on veut, autant l'opposition est responsable du fait qu'elle n'a pas réussi à faire aboutir la lutte. Et pour plusieurs raisons. Parce que les égos des responsables de l'opposition sont très forts. Je ne vous apprends rien si je vous dis que nos leaders n'arrivent pas à laisser tomber leurs égos et à se mettre ensemble. Je ne vous apprends rien si je vous dis que selon les intérêts, certains vont plutôt se dire si c'est elle qui doit aller au pouvoir, il vaut mieux maintenir unis. Je ne vais rien faire pour que tel autre vienne. C'est ce qu'on a vu la dernière fois quand le CAR et ADI se sont retirés. Parce qu'ils ont vu Jean-Pierre Fabre choisi comme candidat unique. Je n'ose pas dire que face à Jean-Pierre Fabre, le CAR et l'ADI vont préférer que UNI reste. Parce que l'inverse aussi peut être vrai. C'est-à-dire qu'au fond, on aurait pu penser que, puisque certains soupçonnent Jean-Pierre Fabre d'être trop radical, on aurait pu penser que Jean-Pierre Fabre aurait pu sacrifier ce désir d'être président et soutenir un plus modéré, notamment Maître Apévan ou quelqu'un de l'ADI. On aurait pu penser ça. C'est un schéma qui était possible. Et donc, je pense que l'opposition ne montre pas assez qu'elle peut laisser tomber les intérêts personnels. Elle ne montre pas assez qu'elle comprend que l'action unitaire sera de nature à les aider à prendre le pouvoir. En tout état de cause, si demain ils arrivent au pouvoir, ce qui va arriver certainement, c'est ce qui est arrivé dans un pays comme le Niger, où les alliances vont se faire et se défaire. C'est que vous allez au pouvoir en bloc, et après, tel qui était dans la majorité présidentielle va dans l'opposition. Mais ça, c'est aussi pour la vitalité de la démocratie que nous allons instaurer. Alors aujourd'hui, revenons à Jean-Pierre Fabre. Est-ce que Jean-Pierre Fabre a des chances de passer en 2015? Moi, je ne suis pas prophète. Mais si je devais me prononcer, je pense que l'un des mérites de Jean-Pierre Fabre, comparé à quelqu'un comme Gilchrist Olympio, c'est que Jean-Pierre Fabre, lorsqu'on a fait les élections de 2010, contrairement à Gilchrist Olympio, était donc resté dans le pays et était devant la lutte. Vous vous souvenez, en 1998, en 2003, Gilchrist Olympio, chaque fois qu'il y avait les élections, les résultats sont proclamés, il est hors du pays. Et c'est depuis l'extérieur qu'il dit « je suis président ». Le mérite de Jean-Pierre Fabre, c'est vraiment d'être devant. Jean-Pierre Fabre, il a été attaqué un certain nombre de fois dans sa maison, hein, mais il est là. Maintenant, ce qui est un handicap... C'est un élément de rester sur le territoire tout le temps. Oui, ce n'est pas... Non, c'est un élément, surtout au lendemain de votre victoire, supposée ou non. C'est-à-dire qu'au lendemain de l'élection, si vous vous souvenez, le président Gbagbo, quand on a fait les élections présidentielles au temps de Gueye, Gbagbo était dans le pays et il a dit, peuple ivoirien, on est en train de vous voler votre victoire, venez, nous allons la récupérer. Donc c'est vraiment dans ce sens que je dis que le fait que Jean-Pierre Fabre soit dans le pays, qu'il soit devant tous les combats qui sont menés pour revendiquer la victoire, c'est un facteur important. Le fait que lors des élections législatives notamment, son parti ait clairement été le parti numéro 2, s'il faut considérer les résultats, c'est un élément important. Le fait que Jean-Pierre Fabre ait pu faire un certain nombre de tournées à l'intérieur du pays, vous avez suivi sur les médias, qu'il est allé dans le pays, c'est un facteur important. Maintenant, c'est les inconvénients, c'est qu'il me semble que l'ANC actuelle devrait tirer des leçons des raisons pour lesquelles l'UFC n'avait pas pu aboutir aux résultats qu'il espérait. C'est-à-dire que le radicalisme à outrance ne leur permet pas de rassurer ni le parti qui est au pouvoir actuellement, ni la communauté internationale. Le radicalisme, c'est en quel sens? Quand on fait des constats non, que le pouvoir est un pouvoir qui ne veut pas lâcher finalement? Non. C'est un pouvoir qui ne fera pas de réforme, que c'est finalement une dictature. Non, c'est ça le radicalisme. Ces constats-là, tout le monde le fait. Mais allez sur Internet, vous trouverez sur YouTube les vidéos d'un certain nombre de meetings que le président de l'ANC, que je respecte beaucoup, a fait. Notamment le meeting qu'ils ont fait, je crois, à Baguida, lorsqu'il est revenu de sa tournée européenne. Excusez-moi, moi, un leader qui aspire à prendre le pouvoir d'État, qui parle de façon aussi virulente,
c'est pas bon. C'est pas bon. Vous savez, dans un pays comme la France, ce qui fait que les chances pour Je n'ose pas comparer Jean-Pierre Fabre bon, je vais prendre quelqu'un de plus fréquentable, je dirais Mélenchon. Hein, j'étais tenté de prendre le parti que vous imaginez, mais je vais prendre Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Voilà. C'est-à-dire, ces gens ont un discours un peu dur. Et parce que votre discours est aussi dur, vous ne rassurez pas tout le monde. Parce que quand vous êtes chef d'État, vous êtes le président de ceux de Dapaon, de ceux de Kara, de ceux de Sokoré, de ceux d'Aného. Vous êtes le chef d'État de tout le monde. Donc, dans cette position-là, vous ne pouvez pas être très virulent quand vous parlez. Ce n'est pas bon. Deuxième chose, un certain nombre de responsables, de leaders politiques. Ça n'a pas empêché Marine Le Pen, hein, en France, justement, de... Elle n'a pas pris le pouvoir d'État, elle est allée au deuxième tour. Oui, mais oui, et quand vous suivez un peu... Elle a dérangé quand même. Oui, mais quand vous suivez un peu pourquoi est-ce qu'elle fait ces scores-là, elle ne fait pas ces scores-là parce qu'elle est populaire ou bien parce que les gens veulent voter pour lui, mais c'est parce que les gens sont exaspérés par la classe politique qui est au pouvoir. Donc les gens votent un peu par dépit. Donc c'est pour vous dire que, pour moi, pour maximiser ses chances de prendre le pouvoir d'État et d'être demain le collègue de John Mahama, Alassane Ouattara, Macky Sall et tous les autres, de s'asseoir à la même table que ces gens, ben, il faut polisser le discours. Il faut être plus modeste. Et lorsque tu es tenté en tant que leader de dire des choses virulentes, tu le fais dire par un de tes conseillers. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez pas vu plusieurs fois un certain nombre de conseillers, un certain nombre de chefs d'État disent des choses. Après, le chef de l'État lui-même se dit « Ah, écoute, je n'étais pas au courant. » Et puis, on va même donner l'impression qu'on sanctionne la personne. Pour moi, et ça, je suis clair, le président Jean-Pierre Fabre doit pouvoir avoir un discours plus modéré. Dans une tribune publiée cette semaine par Jerry Tama, le président du NED, il déclarait, contrairement à tout ce que des gens disent, Jean-Pierre Fabre peut être un très bon président. Moi, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Je pense que Jean-Pierre Fabre, comme tous les leaders, peuvent être des présidents. De toute façon, s'il a pu, au sein de son parti, convaincre des gens, et ce n'est pas, quand vous analysez un peu la composition de l'ANC, ben, c'est des gens très responsables, c'est des intellectuels, c'est des responsables au sens général du terme. Hein. Et en plus, ils drainent des foules. Et donc, s'il a pu occuper le poste de président là-bas, il peut être chef de l'État. Ensuite, quand vous analysez un peu le parcours d'un certain nombre de chefs d'État dans nos pays, ils n'ont pas des cursus extraordinaires. Donc la question ne se pose pas là-bas. La question se pose au niveau où on veut que celui qui prendra les rênes du pouvoir puisse rassurer beaucoup de gens. C'est important. Vous savez, les premiers discours que les chefs d'État tiennent, que ce soit en Occident ou en Afrique, lorsqu'ils viennent, ils vous disent « Je serai le président de tous les Togolais. Je serai le président de tous les Sénégalais. Je serai le président de tous les Français. » Ça veut dire qu'il a pris conscience qu'au-delà de la bataille électorale qu'il a pu avoir menée, il doit aussi être le président de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et donc, dans ce sens-là, si Jean-Pierre Fabre veut être le président aussi des opposants, de ceux qui n'ont pas voté pour lui, il doit avoir un discours qui les rassure. Moi, je vais encore peut-être aller très loin et vous dire que j'ai eu la chance, il y a bientôt un mois, de discuter avec un haut gradé de l'armée. Et la question, c'était de savoir, est-ce que vous pensez que l'armée doit soutenir l'opposition ou doit soutenir le pouvoir? Ils nous ont clairement expliqué que l'armée est une institution et au sein de cette institution, les gens ont des armes. Donc, il ne faut pas prendre le risque de diviser l'armée. L'armée doit allégeance à celui qui est chef d'État. Et si demain, c'est un opposant qui est chef d'État, nous lui devons allégeance, nous lui ferons allégeance. Mais le minimum que nous espérons de cette personne-là, c'est que cette personne nous mette en confiance. Je ne sais pas si vous comprenez. Même vous et moi ici, si quelqu'un vient demain au pouvoir et que la personne ne nous met pas en confiance, naturellement, nous allons être opposés à la personne. Et donc, ce que j'espère, c'est que Jean-Pierre Fabre, qui est déjà leader de son camp, qui a réussi autour du CAP 2015 à convaincre les autres de lui apporter leur soutien, mais qu'il aille encore plus loin, c'est simplement ce que nous demandons, qu'il aille encore plus loin, un, en rassurant le CAR et ADI, et deux, en rassurant ceux qui sont dans UNIR, que le jour où il arrivera au pouvoir, il n'y aura pas de chasse aux sorcières et que tout le monde aura sa place dans le gouvernement qu'il formera éventuellement, ou même
que dans tous les cas, un certain nombre de privilèges que les gens ont ne leur seront pas arrachés de façon injuste. On a aujourd'hui un foisonnement de candidatures dans la perspective de l'élection. C'est vrai que derrière le CAP, on a au total 9 partis politiques de l'opposition qui soutiennent Jean-Pierre Fabre, candidat unique déclaré. Mais on sait aussi qu'au niveau de ces partis politiques, on n'a pas encore organisé un congrès en tant que tel qui puisse investir des candidats dans le sens de la présidentielle de 2015, ce que dénoncent déjà certains partis politiques. Est-ce que le fait d'avoir choisi Jean-Pierre Fabre déjà comme candidat, puisque c'est ce que dénonce le CAR, il a dit, n'avoir pas d'abord organisé leur congrès et ensuite de ne pas demander les réformes, est-ce que ça fausse les bases au niveau de l'opposition? Non, moi je pense que c'est vraiment dommage. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avoue que moi en tout cas avant 5-10 ans, je ne serai pas dans un parti politique. Parce que voyez-vous, quand vous êtes dans un parti politique et que vous êtes dans cette logique-là, il vous arrive de dire des choses que peut-être vous ne pensez pas. Ou il vous arrive de faire des choses dont vous savez que ces choses-là ne sont pas conformes à la voie qu'il faut suivre, mais vous êtes obligé de le faire. Non. Sur la question des conventions, c'est ça? Oui, et des congrès. Et des congrès. Mais est-ce que pour désigner Maître Apévon, candidat unique de la coalition arc-en-ciel, est-ce que tous les partis là-bas ont fait leur congrès? Non. Ils n'ont pas fait leur congrès. Donc c'est un faux problème. C'est pas un vrai problème en tout cas. C'est pas un vrai problème. C'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, le CAR et ADI ne sont pas contents ou ne sont pas suffisamment rassurés que leurs intérêts seront préservés. C'est une question d'intérêt de chacun. Que leurs intérêts seront préservés par Jean-Pierre Fabre, ben, ils trouvent des arguments pour montrer qu'ils sont opposés. La question, c'est une question formelle, la question du Congrès. Si vous savez que si on vous désigne comme candidat, vous n'avez pas de chance, ben, il y a d'autres instances qui vous permettent rapidement. Et en plus, le contexte de notre pays ne permet pas que tous ces partis-là fassent leur congrès avant éventuellement de désigner un candidat unique, si tant il est vrai. Le temps presse. Mais oui. Ça veut dire que sur la question des réformes, on a suffisamment dit qu'il faut un rapport de force. Et le fait d'avoir désigné ce candidat unique, Jean-Pierre Fabre, je constate que c'est lui qu'on a désigné, mais ça permet effectivement à ces partis-là de faire des actions communes. Et ce n'est pas rien face à la machine de unir. Et moi, je suis désolé que le CAR et l'ADI ne soient pas dans cette dynamique-là. Ils évoquent beaucoup plus la question des réformes politiques. Autrement dit, il faut que les réformes se fassent avant toute idée de candidature. Ils disent tous la même chose et ils nous donnent l'impression qu'ils sont divisés. C'est juste ça. Il y a une guerre de leadership aujourd'hui. Oui, c'est des guerres de leadership. Parce que, et là, moi j'ai été étonné que cette semaine, ils nous aient donné l'impression qu'ils sont opposés les uns. Ils ne sont pas opposés. Jean-Pierre Fabre a été désigné et les premières actions qui sont annoncées, c'est qu'on va faire des actions pour réclamer les réformes. Et ADI et le CAR sont sortis du conclave et les premières actions qui sont annoncées, c'est qu'on va faire des actions pour faire les réformes. En quoi ils sont opposés alors? Si ce n'est pas parce que peut-être que ADI aussi veut être candidat, le CAR aussi veut être candidat. Mais sur la question d'être candidat, est-ce qu'il faut être candidat pour être candidat? Ou bien est-ce qu'il faut être candidat parce que vous savez que vous avez des chances? C'est ça mon autre problème. Les gens savent pertinemment que leurs chances ne sont pas très importantes par rapport à d'autres, mais ils veulent forcément être candidats parce que l'autre chose, tu sais, j'ai un ami au Mali, j'étais au Mali il y a un moment, il y a un de mes amis qui était candidat à l'élection présidentielle. Et ce qu'il m'a expliqué clairement, c'est que quand tu es candidat à l'élection présidentielle, ça te donne une place importante lorsqu'il faut distribuer des postes au lendemain de l'élection. Parce que alors tu auras été un candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est peut-être ce titre-là que c'est. Positionnement. Oui, c'est malheureux, mais c'est la réalité du monde politique. On n'y peut rien. Cette petite division, finalement, au niveau de l'opposition, au niveau d'une certaine classe de l'opposition, on vient de l'évoquer, ça peut avoir finalement un impact sur le CAP. Je veux dire, CAP serait finalement, quand on prend les choses telles qu'elles vont, c'est un candidat sérieux pour unir, un adversaire de taille pour unir. Ah oui, quoi que l'on dise, Jean-Pierre Fabre lui-même, à lui seul, de mon point de vue, est un candidat sérieux contre le président Fabre, très fort. Ensuite, qu'il ait réussi à avoir autour de lui, d'abord, les partis politiques du CST, ensuite, ces 8 partis politiques, n'est-ce pas,
au sein du CAP 2015, non, il ne faut pas banaliser. Et les analystes normalement honnêtes devraient reconnaître que le fait que le CAR et l'ADI ne soient pas là-bas ne fragilise pas trop le CAP 2015. Moi, je n'ai pas particulièrement de la sympathie pour Jean-Pierre Fabre ou pour Maître Apévon, mais le constat que je fais objectivement, c'est que, et ça même les gens de UNI doivent le savoir, à savoir que c'est Jean-Pierre Fabre qui est le challenger le plus sérieux, et que lorsque Jean-Pierre Fabre a avec lui les 8 partis du CAP 2015, c'est encore sérieux. Si Adi et le CAR se mettaient derrière Jean-Pierre Fabre, c'est encore plus sérieux, c'est vrai. Mais s'ils ne se mettent pas avec lui, c'est pas pour autant que c'est pas sérieux. Vous savez par exemple qu'il y a beaucoup d'autres candidats qui se sont annoncés, mais personne ne fait attention simplement parce que comme dans tous les pays, il y a des candidats sérieux et des candidats qui ne sont pas très sérieux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de Jean-Pierre Fabre? Pourquoi est-ce qu'il y a cette adhésion populaire autour de l'UFC, de l'ANC aujourd'hui dans le paysage politique au Togo? Non, l'une des raisons, moi je ne peux pas tout expliquer, mais l'une des raisons, c'est que l'histoire a montré que l'ANC est l'héritier de l'UFC. Et avec tout ce qu'il y a eu comme, je dirais, parole non tenue au temps du président Yadema. Vous savez, au temps du président Yadema, beaucoup d'opposants, notamment Edem Kodjo, Zarifou Ayeba, Agbo Ibol, le professeur Ninevi, Kofi Goa, à un moment donné, ont pensé qu'il fallait aller vers le président Yadema et qu'ainsi, il peut obtenir des avancées démocratiques. Mais ce n'était pas le cas. De sorte qu'au final, l'UFC, qui avait un discours plus radical, était perçu comme la vraie opposition. Et donc aujourd'hui, c'est l'ANC qui est l'héritière de l'UFC. Et le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a fait un certain nombre de choses, mais dans d'autres domaines, le chef de l'État aussi, Faure Gnassingbé, hésite. Donc l'ANC est perçu comme le plus dur et la vraie opposition entre guillemets. Maintenant, les autres, mon point de vue, c'est que ce n'est pas parce que les autres sont plus modérés qu'ils ne sont pas de l'opposition. Parce qu'il faut quand même rassurer, comme je disais. Et maintenant, même cette chance que Jean-Pierre Fabre a d'être l'un des leaders les plus en vue, justement, éventuellement pour être un challenger sérieux contre le président Faure Gnassingbé, cette chance doit être maximisée de par la posture qu'il va avoir, de par les discours qu'il va tenir, de par l'assurance qu'il va créer autour de lui, de par sa capacité à rassurer même ceux qui sont partis, à savoir l'ANC et l'ADI. J'espère que quel que soit le discours public qui est tenu, Jean-Pierre Fabre, par exemple, aujourd'hui ne prendra pas la responsabilité de critiquer ouvertement l'ANC et l'ADI. Ces lieutenants peuvent le faire, mais lui ne doit pas le faire. Le CAR et l'ADI. Le CAR l'a dit, merci beaucoup. Donc Jean-Pierre Fabre ne doit pas, à mon avis, prendre la responsabilité de les critiquer ouvertement. Lui doit être toujours dans la posture de celui qui voit, qui écoute. Un peu comme Faure Gnassingbé actuellement. Vous savez, il ne parle pas beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que lorsque certains de ses ministres parlent, il n'est pas d'accord. Donc ça veut dire que quand tu es à ce poste-là, tu ne parles pas beaucoup, mais tu fais tout pour dire, écoute, Maître Apévon, je sais qu'il y a eu des frustrations, mais ce pays, c'est ensemble que nous allons le construire. Vous voyez un peu, c'est le genre de discours, à mon avis, que Jean-Pierre Fabre doit tenir s'il veut vraiment maximiser lui aussi ses chances. Autrement, il donnerait l'impression d'avoir du dédain pour ceux qui sont sortis. Et là où c'est grave, c'est que si à un moment donné, le CAR et l'ADI ont l'impression qu'ils n'ont plus le choix, ben, ils risquent d'aller dans le camp qu'on ne souhaite pas. Merci beaucoup, André Kagny-Afanou, par rapport à l'actualité nationale. En international, maintenant, avec d'abord la situation au Burkina Faso. L'après Blaise Compaoré connaît quoi que vous le savez, l'armée veut mener la transition. Le peuple crie à une victoire volée. Depuis hier, les travaux sur le projet de charte de transition ont débuté. Le test devra définir notamment les prérogatives du gouvernement et de l'Assemblée de transition. Après, l'Union africaine qui s'implique dans le règlement de ce problème, disons que on a vu aussi la CEDEAO qui était à Ouagadougou d'ailleurs ce mercredi. Suivons ce reportage et puis on reviendra à ce lieu pour le débat. Une cohue générale. La promesse d'accord de la CEDEAO est très attendue. Ultimatum terminé. Et pourtant, aucun nom n'est sorti des discussions. Le Burkina a juste obtenu un délai. Certains pensaient qu'ils étaient venus avec l'impérieuse nécessité de repartir ce soir même avec un autre. Tel n'est pas le cas. Et ils nous laissent le temps de nous concerter. Très, très, très fort. Très court même, vous allez voir. Même si les militaires vont bien partir, les nuits de tractation seront encore longues. Dans la rue, les gens font comme si de rien n'était, mais ils ressentent un manque. Et chacun a son idée. Ça me fait mal complètement bien, puisque nous n'avons pas un chef qui gouverne pour le moment.
Moi, j'aimerais avoir un président qui va prendre la place, mais pas les autorités, pas les militaires en tout cas. Pourquoi pas ne pas donner ça au Moro Naba? Le chef des Mossis, voilà, pourquoi pas lui donner? L'accord prévoit d'intégrer toutes les composantes de la société, sous-entendu l'ancien parti au pouvoir inclus, le CDP. Les militants du Balai citoyen ont permis l'insurrection populaire. Pour eux, le retour des amis de Compaoré est impossible. Les douleurs sont encore vives, l'émotion est grande aussi. Il faut, je pense, mettre de côté les cadres ou les éléments du CDP dans les discussions avec la société civile, le temps qu'éventuellement une commission de justice puisse plancher sur les cas de culpabilité au sein de ce parti-là. Après ces événements, Smokey est revenu au studio. Depuis des années, il rappe la politique de son pays. Aujourd'hui, il n'a aucun mal à trouver l'inspiration. On passe à l'attaque, on passe à l'action. Aussi longue est la nuit, le jour fera son apparition. On passe le tac d'accord, mais dès qu'on arrive à destination. Alors, André Afanou, comment vous analysez la situation au niveau du Burkina Faso? Vous savez que tout au long du débat, vous en avez fait cas quand même. Ben, ce qui s'est passé au Burkina, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Parce que Blaise Compaoré aura appris à ses dépens que lorsqu'un peuple a soif de liberté, lorsqu'un peuple est frustré, et que ce peuple-là fait des demandes, il faut savoir l'écouter. Et le contexte était d'autant plus favorable à la nécessité d'écouter le peuple que c'est un nombre de chefs d'État influents, sinon très influents, ouvertement s'étaient prononcés pour que les modifications de constitution ne soient pas faites. Le président, je fais référence notamment au président Obama, qui avait clairement dit que nous n'avons pas besoin en Afrique d'hommes forts mais d'institutions fortes. Le président Compaoré avait jugé utile de répondre au président Obama à l'époque. Et les acteurs, les gens qui, comme nous, veulent que la démocratie soit enracinée en Afrique, on a donc vu ces événements au Burkina avec beaucoup d'espoir. Dans la mesure où, je ne vous apprends rien, d'autres chefs d'État au Congo, au Burundi, en RDC, à côté au Bénin, avaient la volonté de modifier la Constitution. Et moi, j'ai été frappé, comme je disais entre-temps, par le fait que lorsque, avant le vote, on interrogeait les députés du CDP, ils avaient un certain dédain pour ceux qui voulaient que la loi ne soit pas votée. Et cet argument fallacieux du peuple à qui il fallait donner la parole, du peuple qui devait se prononcer et du peuple qui voulait que la paix soit préservée, était avancé. Aujourd'hui, il y a de nombreuses leçons qu'on tire de ce qui s'est passé au Burkina, à savoir que lorsque effectivement ce peuple est déterminé, le chef de l'État, aussi fort soit-il, ne peut pas résister. Mais surtout, ça montre que les institutions, notamment la présidence de la République, l'Assemblée nationale et d'autres, lorsque ces institutions sont verrouillées et qu'il n'y a personne de crédible pour assurer l'après-Compaoré, ça montre qu'il n'y avait pas des gens courageux, ou en tout cas, pendant le règne du président Compaoré, les gens ne faisaient pas l'effort de prendre de la hauteur. J'imagine, si un jour on ne le souhaite, on ne souhaite pas le chaos en tout cas, mais c'est des hypothèses. Si le président Faure Gnassingbé devait par exemple ne plus occuper le poste qu'il occupe actuellement, est-ce qu'au sein de UNIR, il y a une personnalité qui se dégage, qu'on puisse dire, ah non, lui, malgré tout, il continuait par être posé, il disait de bonnes choses, il écoutait le peuple. C'est ça qui s'est joué au Burkina. Ensuite, pour le défenseur des droits de l'homme que je suis, l'existence aujourd'hui de la Cour pénale internationale et le fait que la Cour pénale internationale, entre autres fonctions, est censée dissuader
les gens qui ont de l'autorité de commettre des crimes contre l'humanité. Ça a été aussi, à mon avis, un élément important pour empêcher le président Compaoré de tirer sur les populations et pour empêcher l'armée elle-même de massacrer les populations. Au final, on s'achemine au Burkina vers plusieurs scénarios possibles. Vous savez, après la révolution tunisienne, ils ont eu la chance d'avoir un processus qui a permis de mettre en place un régime civil et les choses ont évolué. Aujourd'hui, la Tunisie est en train d'avancer. En Égypte, par contre, après la révolution, le président Moubarak est parti. Rapidement, l'armée a pris le pouvoir et aujourd'hui, c'est l'armée qui est encore au pouvoir. Dans un pays comme le Mali, il y a eu des luttes internes au sein de l'armée et à un moment donné, quand même, ça a abouti à ce que le pouvoir civil soit mis en place. Je pense que dans tous les cas, du Burkina, on retiendra l'espoir qui est venu à toute l'Afrique et on retiendra que les militaires auront maintenant de plus en plus de mal à s'imposer. Au passage, mon avis personnel, c'est que l'intervention de l'armée au Burkina, juste au lendemain du départ du président Compaoré, était salutaire, dans la mesure où ça a permis de préserver le chaos. Parce qu'une maison dont on a l'impression qu'elle n'est pas contrôlée, qu'elle n'a pas de chef, risque d'exploser. Et donc rapidement, même si des officiers de l'armée ont pu se battre entre eux, je pense que c'était utile qu'ils affirment que la maison peut être contrôlée, peut être gardée. Aujourd'hui, c'est clair que le pouvoir va être donné à un civil. Ils ont toutes les difficultés pour désigner la personne qui va assurer la transition. Mais je pense qu'en tout état de cause, c'est une leçon pour beaucoup de chefs d'État sur le continent. C'est beaucoup d'espoir que cela suscite. Et donc, vive la liberté retrouvée, vive les institutions démocratiques. Compaoré est parti. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir organiser l'après-Compaoré. Comment est-ce que vous entrevoyez la suite? On va remettre le pouvoir aux civils, oui, parce que M. Zida s'est engagé à le faire, mais est-ce que ce ne sera pas difficile la suite, de pouvoir faire revenir la paix? Oui, ça pose tout le problème du leadership de nos chefs d'État. Le président Mandela, après avoir fait 5 ans, est parti, mais il était toujours à côté pour justement aider Thabo Mbeki qui lui a succédé en lui offrant certaines ouvertures, en lui offrant son carnet d'adresse, en lui prodiguant des conseils. Et aujourd'hui, bon, malgré un certain nombre de défis, l'Afrique du Sud a réussi à opérer la transition d'un régime d'apartheid purement blanc à un régime démocratique qui est donc assumé par les Noirs. Ce qui aurait été intéressant, c'est que le président Compaoré réussisse à écouter donc son peuple, qu'il prépare celui qui devait lui succéder et qu'il puisse donc rester dans ce pays-là et continuer par offrir ses conseils et ses ouvertures, en tout cas faire profiter de ses talents celui qui lui aurait succédé. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est devenu un habitant banal de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. La communauté internationale, à mon avis, a eu le mérite de se mobiliser autour du Burkina. Et au passage, moi, je me réjouis que ce soit un Togolais, notamment l'ancien premier ministre Eden Kodjo, qui a été choisi par l'Union africaine. C'est bon pour nous en tant que Togolais. Maintenant, j'avoue que je n'ai pas de craintes pour ce pays-là. Parce que l'événement qui s'est passé en lui-même est un événement porteur d'espoir. Et le peuple burkinabé, vous avez vu, lorsque le président Compaoré a fait son intervention à la télé, et puis a cherché à dire, écoute, maintenant je vous ai écouté, et je vais partir dans 1 an, c'est le même peuple qui s'est mobilisé encore. Le lendemain. Le lendemain. Après, même quand le président Compaoré est parti, et qu'au niveau de l'armée, il semblait y avoir des hésitations, les gens se sont encore mobilisés, ils sont allés devant l'état-major pour manifester. Ça veut dire que les Burkinabés savent ce qu'ils veulent. Et donc, ils vont voir qui sera dégagé pour la transition. Quelles sont les garanties que cette personne va offrir de mener à bien la transition et surtout, élément important, pour être crédible, celui qui présidera la transition ne devra pas, à mon sens, se présenter aux élections. Et donc,
s'ils arrivent à offrir ces gages-là, à avoir quelqu'un de crédible, quelqu'un qui prend l'engagement de ne pas se présenter aux prochaines élections, je pense que ça va nous faire avancer. Un élément assez important que je voudrais souligner aussi, et dont on doit tirer leçon, à mon avis, nous qui sommes au Togo, c'est que quand vous analysez l'opposition au Burkina, en réalité, l'opposition a été enrichie par des sorties du camp de Blaise Compaoré. Avec l'ancien maire de Ouagadougou, un ancien premier ministre et bien d'autres, ont rejoint l'opposition. Ils ont été acceptés par l'opposition, ils ont mené des actions ensemble et ils ont réussi. Et donc ça veut dire qu'en réalité, dans notre pays, l'opposition devra aussi être attentive pour qu'un certain nombre de personnes qui quittent le RPT, qui ont quitté le RPT par le passé et qui quittent UNI aujourd'hui et qui veulent qu'il y ait la démocratie, puissent rejoindre le camp de l'opposition et réfléchir ensemble. Mais dans tous les cas, je pense que le Burkina a déjà évité le pire. D'accord, très bien. On n'a plus franchement du temps. André Kani-Afanou, juste un mot sur la communauté internationale, vous l'avez abordé. Mais le rôle de la CEDEAO, comment est-ce que vous l'appréhendez finalement? La CEDEAO qui s'est tue, qui est dans son coin jusqu'à ce que l'insurrection soit menée, le peuple burkinabé s'est libéré de lui-même. Et puis maintenant, la CEDEAO veut prendre le contrôle. Comment est-ce que vous analysez ça? Je pense que les institutions africaines, la CEDEAO sous-régionale, l'Union africaine elle-même, ont un problème de crédibilité. L'Union africaine, vous savez, depuis le président Konaré, a pris une certaine allure et après, le président Konaré étant parti, l'Union africaine est encore devenue une institution qui n'arrivait pas à se prononcer véritablement sur un certain nombre de questions. La CEDEAO aujourd'hui a un texte assez intéressant qui est le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ce protocole-là, son histoire, on ne le rappellera jamais assez, c'est que le protocole est arrivé suite à un protocole additionnel au protocole sur la prévention des conflits quand il y avait des conflits en Sierra Leone, au Libéria et dans bien d'autres pays. Les chefs d'État avaient alors constaté que parmi les raisons qui entraînaient des conflits dans la sous-région, il y avait les problèmes de gouvernance. Et donc, ils ont introduit la clause relative au fait qu'il ne fallait pas modifier la Constitution 6 mois avant les élections. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la CEDEAO a des responsabilités encore à prendre. À savoir, encourager et développer ce qu'on appelle des normes de convergence aussi en matière de gouvernance démocratique. Et favoriser les discours qui demandent qu'il y ait l'alternance. Au passage, je voudrais préciser que l'alternance n'est pas une fin en soi. Dans un certain nombre de pays, notamment vous allez en Allemagne, aujourd'hui Angela Merkel est au pouvoir depuis plus de 15 ans, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, au-delà du fait que quelqu'un est au pouvoir à lui seul, la société elle-même est organisée pour que chacun ait ses chances. Ou que tous les partis politiques puissent avoir des chances de participer à la gestion de l'État. Donc ça veut dire que demain, l'alternance qu'on souhaite n'est pas forcément une alternance où UNIR va partir, va même fuir le pays, ou d'autres vont venir. Non, c'est vraiment une alternance où le chef d'État sera en place, trouvera le génie pour faire participer chacun au partage des richesses et au partage des postes et éventuellement que chacun soit un peu plus heureux qu'aujourd'hui. André Kani-Afanou, merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup, Elom Akisobé. André Kani-Afanou, je rappelle qu'il est le directeur exécutif du CACIT, membre de la plateforme citoyenne Justice et Vérité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de 7 sur 7 en synchronisation avec la radio Fréquence 1 Lomé. Bonne soirée. À très bientôt.